Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier épisode des hommes et des femmes qui animent le sport automobile. Notre invité aujourd'hui a reçu plus de 400 pilotes avec un taux de réussite entre 20 et 30% de champions d'Europe et de champions du monde. Bonjour Xavier Feuillet, Bonjour, bonjour à tous. comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Bon, Comment t'es venu cette passion du sport et pour te dire je vais devenir préparateur physique et mental? ouais, ça mûrit petit à petit avec l'âge arrivant, mais bon, j'étais pilote moto à la base, motocross, supercross. Mhm, Donc j'avais déjà la passion des sports de pilotage et puis je m'entraînais moi. mhm, Voilà, et puis bon, en grandissant, j'ai essayé de trouver d'autres techniques pour m'entraîner, quoi. Des techniques de contraste de charge en me lestant, en sautant lesté, puis après en enlevant les lestes. J'avais bah vu oui. que je sautais plus haut, j'étais plus léger. En mettant des caches sur mes lunettes pour y voir plus étroit, puis je les enlevais, j'anticipais tout beaucoup mieux. Donc j'ai développé un peu cette passion dans le fait de chercher des process d'entraînement, puis je voyais qu'il y avait des petites carences. À l'époque, on entraînait beaucoup le muscle, beaucoup le physique, et Mhm. puis très peu la décision. Et puis en parallèle, je faisais des études de sciences, mais qui me plaisaient pas trop. Donc à un moment donné, j'ai eu l'idée de basculer pour vivre exclusivement de mes passions, qui Comme étaient ton le frère. sport, Mm. sport mécanique, et puis l'entraînement. Ok. Donc voilà comment on en vient là, quoi. Parce que ton frère il a fait 16 ans d'études dans ce domaine-là, il me semble. Alors mon frère, il a fait 16 ans d'études, mais lui en sciences, donc il est devenu enseignant-chercheur. Mhm. Donc il a fait une thèse, ça c'était 11 ans, puis après il voulait devenir acheteur et vendeur scientifique. Ok. Donc il a rajouté 5 ans par-dessus. Donc lui, il était dans le motocross aussi, c'était un pilote motocross au début, donc le virus, Ah oui, à la vous base l'avez eu ça tous les deux. vient, voilà, ça vient un peu de là, mais il n'a pas fait d'études en sport. Il a fait des études en sciences et puis tout ce qui était marketing et technique de vente. D'accord. Et comment t'as basculé dans le sport automobile vu que de base t'es plus de roues? Alors, d'abord la natation avec Oui. des tout petits, 4 ans, 8 ans, pour l'espoir, Pôle France et puis les nageurs olympiques à Toulouse. Parce que c'était là qu'on apprenait, il me semblait, beaucoup la physiologie et puis le placement du corps, la perception, la main, l'oreille interne, la coordination, plein de choses. C'était souvent en athlétisme qu'il y avait tout ça. Mhm. Ou alors en natation. Comme j'aimais l'eau, je me suis mis à nager, ça se passait bien. Donc je suis devenu entraîneur comme ça pour les nageurs olympiques. Et puis après, je commençais à entraîner quelques pilotes en motocross aussi, parce que c'était ma famille, on va dire, c'était assez simple d'aller là-dedans. Et puis ça marchait pas mal. Et puis un jour, je suis passé par hasard voir une sélection rallye jeune. Et puis c'est un peu là que tout a commencé en sport auto, du Mhm. coup. Ouais. C'était comme ça. Ça fait partie des questions, on en reviendra plus Ouais. tard. Et du coup, tu prépares les pilotes mentalement et physiquement, et il y a aussi un rôle de la nutrition. À quel point tu as poussé cette recherche pour te dire, pour dire aux pilotes aujourd'hui, la nutrition est tellement importante. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que je comprends assez rapidement qu'on ne pourra pas avoir une approche que segmentaire de la préparation, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment comprendre comment fonctionne le pilote, comment fonctionne l'individu pour impacter sa performance, mais dans sa globalité. Donc l'approche, elle est holistique. Il va y avoir du mental, il va y avoir du cognitif, du physique. Le carburant, c'est l'alimentation. Et puis si on va un peu plus loin dans l'alimentation, c'est aussi la micronutrition, les minéraux, les vitamines, tout ce qui peut amener plus de vigilance, une concentration plus durable au pilote, ou une meilleure vitesse de récupération. Donc effectivement, assez rapidement, je donne une part importante à la nutrition, à la micronutrition, que ce soit pour récupérer plus vite ou pour être plus, on va dire, aguerri, plus performant, plus abouti dans la voiture. Ok. Et quel type d'appareil tu utilises pour améliorer constamment la performance de tes pilotes? Alors des appareils, ouais, y Il en y en a a beaucoup. beaucoup, il y en a beaucoup. Il suffit de venir au centre pour se rendre compte. En fait, on a un peu plus de 1200 mètres carrés d'appareils. Alors certains, c'est des prototypes qu'on a fabriqués nous, d'autres, ça existe dans le commerce, d'autres, ça vient de la médecine, d'autres plutôt du sport, d'autres du... C'est assez difficile de parler de chacun, mais il y a des appareils qui vont permettre de décupler des perceptions, des sensations d'adhérence dans la voiture, d'autres qui vont travailler sur la vision. Mhm. Tout est chiffré, scientifique, mesuré, graphique. On veut savoir exactement où ils en sont. Est-ce qu'ils progressent assez vite pour que si ce n'est pas le cas, pouvoir réguler soit la manière de les entraîner, Mhm. soit peut-être changer de qualité d'entraînement, s'orienter sur une autre stratégie. Donc c'est important effectivement d'avoir
des appareils qui nous permettent de rationaliser un petit peu tout ça. Il faut être subjectif à certains moments, mais pas que pour pas se perdre, pas que pour pas perdre de temps. Une carrière, ça passe vite, il y a des moments clés, de la détection ou autre qu'il faut pas manquer. Et puis ces appareils-là, ils nous aident grandement à avoir des belles prises de conscience. Ils nous aident aussi à les mettre sous pression, ces pilotes. Parce que Ah oui, comme ils sont chiffrés en permanence, du coup, ils sont tenus d'être meilleurs et meilleurs et meilleurs et meilleurs. constamment. On peut les comparer les uns les autres. Ça nous permet de savoir lesquels arrivent à maturité sur quelle qualité par rapport à qui au même âge ou par rapport à qui quand l'autre est déjà un champion abouti. Savoir si on s'en écarte encore beaucoup, si on s'en rapproche ou si on est déjà plus fort sur certains pôles. Donc ouais, ces appareils sont importants. Puis après, il y a les appareils qu'on prend en course aussi qui permettent d'évaluer la déshydratation, par exemple, de suivre toutes les valeurs biologiques qui vont nous permettre de tamponner la fatigue en fait, ou de rester performant tout le temps, y compris s'il fait 60 degrés dans la voiture. De savoir gérer son hydratation correctement. Ouais, c'est ça. Ouais, l'hydratation, les minéraux de la force, par exemple, une chose comme ça. Ok, cool. Voilà, ouais, c'est complet. C'est très complet, ouais, c'est sûr. Et puis, durant ton parcours, tu as aussi eu des déboires avant de créer ton centre, un petit peu comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, j'ai envie de te dire. Tu as vécu quelques années dans un fourgon. Ouais, c'est ça. Est-ce que cette expérience-là, ça t'a aidé dans la préparation mentale par la suite de l'avoir vécu, tu as pu le transmettre à tes pilotes? Ouais, c'est une bonne question, ça, c'est une bonne question. Alors en fait, j'ai vécu de la difficulté, oui, mais comme à chaque fois qu'on démarre une entreprise et qu'on n'a pas d'argent, en fait. C'est ça. Donc au début, c'est des emprunts étudiants pour finir les études, c'est des ventes aux enchères pour acheter un petit fourgon de plâtrier, dans lequel j'ai vécu dedans 3-4 ans. J'avais pas l'argent de manger 2 fois par jour, donc c'était petits réchauds, des pâtes, une fois la journée, puis le reste, je sillonnais un petit peu la France et l'Europe pour aller faire connaître mes méthodes. Mais dès lors qu'on démarre sans argent, mais pareil, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, puis cautionnaient pas trop le fait que j'ai fait ce choix-là. Chez moi, il fallait faire des études de sciences, quoi. Et comme je quittais cette voie-là, ils me disaient, bon, on n'a pas beaucoup de sous, mais tu vas devoir te débrouiller un peu tout seul aussi, parce que tu prends des risques. Il y a une quinzaine d'années, le métier n'existait pas. On était entraîneur dans un sport, mais c'était un entraîneur plutôt technique ou plutôt physique, mais tout ce qui était mental, tout ça, ça n'existait pas trop. Donc ils ne voyaient pas trop les débouchés. Alors ils ne cautionnaient pas ça, du coup j'avais pas de sous, puis il a fallu démarrer bas, c'était long, difficile, mais au final je pense que ça a fait que renforcer ma motivation, mon implication dans le milieu, ma volonté d'aller au bout et de conforter que c'était une fin à moi en fait, de faire ce métier-là, d'essayer d'aider les pilotes, de jamais rien lâcher, de rester conditionné à aller vers la réussite. En fait, je pense que quand on active l'instinct de survie, c'est réussir ou périr. Et puis voilà, c'était pas question de périr et de faire autre chose. Donc ouais, effectivement, la question, cette hyper détermination, ce sens du sacrifice total, cette abnégation à l'effort, à la douleur parfois, à la souffrance mentale, c'est des valeurs que je peux transposer dans mes préparations aussi et qu'on retrouve, si on fait des statistiques, qu'on retrouve chez tous les champions. Je me rappelle d'une remarque de Seb Augier au tout début, quand je le rencontre chez Rallye Jeune, qui me dit écoute Xavier, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, faut pas le voir comme quelque chose de prétentieux. Je pense que c'est à ma portée de devenir un jour champion du monde en rallye. Quand je vois ce que font les champions du monde, sûr, c'est incroyable. Mais je pense en être capable si je travaille beaucoup. Donc je vais me donner tous les moyens qu'il faut pour y arriver, c'est-à-dire que je vais arrêter de travailler. Donc lui aussi, en fait, il se met en péril, il se met dans ce sens-là du sacrifice au total et d'un instinct de survie. Je vais arrêter de travailler, donc il se coupe les cordons de la bourse totalement. Et puis je vais faire que ça pendant au moins 3 ans. Et si j'y arrive, l'histoire m'aura donné raison et ça sera vraiment super. Et si j'y arrive pas, ça sera avec un immense regret. Je vais tout faire pour y arriver. Et je reprendrai un fil de vie un peu plus conventionnel. Et puis voilà, ça aura été une très belle parenthèse dans ma vie. Donc lui aussi, il se met en instinct de survie, totalement impliqué. Et voilà. Alors
C'est des valeurs qu'on partage. Pour Seb, c'est peut-être pas des valeurs que j'ai véhiculées moi, vu que d'emblée de jeu, déjà, il les avait, hein. Il Mm. pensait comme ça, il s'est mis en péril. Mais donc voilà, ouais, ça fait partie des choses que j'ai transposées, hein, Au moins, dans la Sébastien, au début. préparation, ouais, mentale, avec les pilotes, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il faut faire à fond. Il faut faire à fond, ou alors il faut juste le considérer comme un hobby, quoi, je pense. Voilà. Encore une fois, les carrières, ça passe vite, la vie, ça passe vite. Bon, si c'est pour faire des choses et juste se satisfaire d'être moyen ou médiocre, ben, du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire pour être performant, parce que Mm. c'est un milieu qui est très élitiste, et que du coup, il faut le faire juste par plaisir. Et là, on quitte le rail de la compétition à haut niveau Mm. C'est ça. Bah, et c'est de un la petit peu ce recherche qu'expliquait absolue. Adrien Fourmeau il y a quelques temps sur une vidéo qu'il a fait aussi, où il expliquait qu'à partir du moment où il a compris qu'il pilotait pour lui et pas pour son patron, pour lui faire plaisir, Ouais, entre guillemets, et il y a une ouverture d'esprit qui s'est faite, il était beaucoup plus serein, et puis on l'a vu cette année par les résultats, donc il faut ouais. réussir vraiment à faire comprendre le lâcher prise en fait finalement. Oui, de lâcher prise et puis sortir du jugement. À partir du moment où on fait les choses pour soi, on ne subit plus le jugement des autres. Et puis on le fait vraiment avec ses émotions personnelles, avec ses tripes, quoi. Et on le fait peut-être un peu plus par passion aussi. Mm. Complètement. Ouais. Et justement, du coup, on est fin 2006, tu assistes Mhm. à la finale de Rallye Jeune, notamment avec cette rencontre avec Sébastien Ogier. Ouais. Et par la suite, tu es embauché gratuitement pour être préparateur physique de Sébastien. Et ouais. Comment ça s'est passé cette liaison? C'est-à-dire que c'est toi qui es allé à cette finale et qui t'es proposé à Rallye Jeune ou à Sébastien directement, ou comment ça s'est fait? Non, alors là-bas c'était Rallye Jeune, donc Seb il venait d'être détecté par Rallye Jeune, et puis ben, moi aussi finalement. Donc je suis allé voir cette détection Rallye Jeune, je trouvais le concept sympa, il y avait plein de parcours différents, tout ça, puis je voyais plein de choses à faire, donc on m'a dit, mais tu sais, vu ce que tu nous dis de ta manière d'entraîner les gens, tu devrais aller voir le directeur qui s'appelle Julien Quilonero, et puis lui expliquer ce que tu fais. Donc j'ai discuté un peu avec Julien, puis ça a pris 3 minutes ou 2 minutes, il me dit, ben, bingo, tu viens bosser avec nous. Ben, à la base, je parlais même pas de ce que je faisais pour ça, quoi. Il dit, ah bon, je viens bosser avec vous, ben ouais, ouais, puis t'as carte blanche en fait, tu peux mettre en place ce que tu veux. On n'a pas beaucoup de sous, tu le feras, mais tu ne seras pas payé. Oh non, encore travailler pas payé, parce que j'avais beaucoup vécu ça aussi en natation. Mais c'est intéressant, on essaiera de t'aider, au moins médiatiquement. Voilà, on parlera Mm. de toi à chaque fois qu'on parle de nous, de comment les pilotes s'entraînent. Donc ça peut être intéressant, puis tu fais tes armes, tu finis de faire tes armes avec nous. Et puis voilà, donc pas payé. Ouais, ça c'était Rallye Jeune. Donc comme Seb était détecté par Rallye Jeune, en fait, bon, on a démarré finalement notre préparation. Moi en préparation, mon métier en sport auto avec Seb, et Seb sa préparation physique et mentale aussi avec moi, et ses débuts de carrière avec moi en sport auto aussi. Mm. Voilà, donc après on a accroché parce qu'on était obsédés l'un et l'autre par la performance, la recherche de la Perfection. performance, Mm. la perfection et le. Bon, au début, même sans même le savoir, quoi, c'était impensable de faire autrement que pour essayer à terme d'être les meilleurs. Et puis voilà, ça nous tenait à cœur de faire ça. Donc on a accroché d'abord autour de ça, et puis après, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup de valeurs humaines en commun. Donc on s'est liés d'amitié. Et puis comme on est quand même bien fidèles l'un et l'autre aussi, c'est une valeur qu'on partage. C'est une histoire qui a duré, et puis voilà, qui a mené à des réussites. Moi dans mon entreprise, lui dans sa carrière. Mm. Plein de points en commun en fait tout au long, là, depuis 17 ans maintenant. Depuis des belles évolutions ensemble, toi dans Ouais. ta société, lui dans sa carrière, donc c'est une belle histoire d'amour presque. C'est une belle histoire d'amour, c'est empreint de beaucoup de respect, beaucoup d'estime. J'ai souvent eu l'impression de sa part aussi, en fait, ce qui est remarquable, y compris quand il a été champion, etc. Donc il est fidèle, puis c'est quelqu'un qui est, quand il estime, ben, il estime et il garde aussi, et Mm. il sait être très, très respectueux, reconnaissant parfois, tout ça. Donc ouais, ouais. Et puis après, bah, l'autre point vraiment en commun, et l'autre côté dans lequel il a vraiment contribué au développement de l'histoire de 3-2-1 Perform. Alors c'est sûr qu'il y a des petits coups de pouce médiatiques quand même, quand on est un champion qui devient un champion de cette ampleur, ben, ça fait effet un peu locomotive, ça draine des gens.
Même le Ça bouche à draine oreille. d'autres pilotes, le bouche à oreille, etc. Ça donne du crédit à ma méthode. Et puis l'autre côté, c'est qu'en fait, il évoluait tellement vite, il était tellement boulimique de travail, d'aller de record en record, etc., que j'ai aussi développé tout un pan de la méthode pour lui, quoi. Ça allait pas assez vite, quoi. Je trouvais des exercices, et puis très rapidement, c'était plus assez dur, et il fallait en avoir des nouveaux, et plus dur, et plus dur, et plus dur, et plus dur. Il avait une capacité d'adaptation qui était phénoménale. Mm. Donc ça a été un stimuli énorme aussi en termes de recherche pour moi et de développement de techniques d'entraînement. Ouais, parce que tu disais dans un reportage que Sébastien était capable de mémoriser 7 informations en même temps. C'est Ouais, c'est ça. Il est capable de traiter 7 pensées différentes en même temps en n'ayant que 3% de régression sur la qualité de l'une par rapport à l'autre. Là où le commun des mortels, déjà, a 2 pensées à traiter en même temps, on perd 35%, 40%. Des fois, on peut pas trop en être capable. Et puis après, on bosse avec les pilotes, ils arrivent à 2, 3 pensées, 15% de perte. Et puis plus difficilement 4 pensées. Donc on a compris très tôt dans sa carrière que c'était un point fort parce que il était prédisposé à ça, je pense, donc génétiquement. Et de par sa personnalité aussi, c'est quelqu'un de gourmand en fait. Choisir pour quoi faire, il vaut mieux être bon partout. Mm. Donc il a traité développé cette capacité à traiter plein de choses à la fois et d'être performant. Et puis on en a fait un point fort et on a orienté une grande partie du développement sur ça. On a compris que si on en faisait un point très fort, le temps que les gens comprennent qu'on pouvait développer ça existait, que c'était important en sport auto, probablement il ne serait pas rattrapé au moins sur cette qualité-là. Donc voilà, c'est peut-être en partie aussi ce qui explique que ça a été un des pilotes de l'histoire du rallye à s'être le mieux adapté, Mm. à avoir toujours très très bien géré ses championnats, comme sa carrière. Donc voilà, c'est quelqu'un d'intelligent et puis intrinsèquement, il avait déjà cette capacité en lui aussi. Mm. Complètement. Que t'évoques cette date, le 27 septembre 2010? Du coup, ça m'évoque parce que tu m'en as parlé. Mais alors, c'est le début officiel de 3-2-1 Perform. Juste avant ça, c'était une petite micro-entreprise et voilà, qui essayait de vivre et de se développer. Mais là, cette date, effectivement, c'est. Donc, merci pour la date. Hein. Je ne pourrais pas aller Il a fallu chercher loin. la rechercher. Il a fallu chercher loin. Ben oui, oui. Puis, comme tu es un bon journaliste, tu trouves plein de choses intimes et c'est vraiment super. Et ouais, donc c'est un beau clin d'œil, ouais. 3-2-1 Perform qui commence à exister officiellement, qui tourne. C'est les débuts, alors à être payé, pas moi encore, parce Mhm. que assez rapidement j'ai fait le choix plutôt d'embaucher, de donner un salaire que de m'en donner à moi. Hein. Moi j'étais habitué à, comment on va dire, à être un peu démuni et puis ma passion était suffisante, quoi. Mais voilà, c'est ça, la date clé, c'est ça, c'est le démarrage officiel 3-2-1 Perform. C'est ça. Donc, ça fait 15 ans là, Ouais. déjà, officiel. C'était le début de la réussite, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, 15 ans après. C'était le début. C'est dur de parler de réussite en fait. Il y a plein de petites réussites dans la vie. Et je pense qu'on sait vraiment si on a réussi ou pas quand on part à la retraite et qu'on peut dire ouais, là vraiment je me suis accompli dans ce que je fais ou dans ce que j'ai pu faire et j'ai aidé plein de gens à réussir leur carrière et puis j'ai pu payer mes emprunts et j'en ai plus à payer. C'est déjà Et, très bien. et voilà, et je me suis éclaté. Donc il n'y a qu'à ce moment-là, finalement, peut-être quand tout est fini, quoi, qu'on peut parler de réussite. Donc pour l'instant, la réussite, on tend à réussir, on travaille dur tous les jours pour y arriver. Puis après, il y a plein de petits clins d'œil qui sont des petites réussites comme ça, de gars qui deviennent champions, des satisfactions personnelles. Donc c'est le début. On va dire c'est le début de l'autonomie pour la boîte, quoi. La boîte commence à gagner un petit peu de sous et puis on peut investir un peu dans du matériel et puis voilà, et elle a un coach qui est un coach à plein temps qui est payé et voilà, donc quand ça c'était déjà une réussite. Ouais. Nickel. Et justement, Sébastien Ogier, c'est quelqu'un d'important pour toi. Ouais, Il y a la société 3-2-1 Perform, il y a également Esteban Ocon. ouais. Et quelle est la différence entre la préparation physique entre un pilote de F1, de WRC, de WEC et même par curiosité de MotoGP?
Alors, présenté comme ça, la différence majeure, c'est l'environnement. Donc, quand on est sur un circuit, l'environnement il est stable, sauf changement de climat Mm. et de temps en courte course, où ça c'est séchant, où ça se met à pleuvoir, etc. Mais sinon, le circuit ne change pas d'un tour à un autre et pendant la course. Donc, ça veut dire qu'il faut développer énormément la capacité à reproduire ce qu'on sait faire de meilleur d'un tour à l'autre. Donc cette fiabilité à toute épreuve et cette capacité à utiliser la limite de la voiture, sa propre limite et à réitérer, elle est vraiment capitale. Alors qu'en rallye, comme en enduro finalement, ou comme en rallye raid, la créativité est capitale. Le fait d'être bon dans des délais très courts, si possible tout de suite, est Mhm. capital. La gestion de la limite est capitale, mais on n'a pas 2 tours ou 3 tours pour pas se tromper, quoi. Donc il faut être très pertinent dans la quantité de prise risque qu'on prend. Mhm. Il faut en prendre suffisamment pour être vite tout de suite et puis pas trop pour pas sortir. On n'a pas droit à l'erreur. Dans la gestion de la prise de risque, je trouve, est plus importante dans le rallye que sur le circuit. La créativité est plus importante et la capacité à traiter des informations multiples aussi est plus importante en rallye qu'en circuit. Mhm. Donc en ça se démarque. Bon, après, il y a des points en commun quand même, ça reste du pilotage. Ça reste du pilotage, 4 roues, 2 roues pour la moto G. Bon, après, on va trouver plein de points en commun, Mhm. mais quand même, Complètement. ouais, ça se démarque essentiellement sur ça, les capacités d'adaptation via la créativité, une qualité vraiment qu'il faut booster, surbooster en rallye. Ouais. Ok. Et il n'y a pas de question piège et j'ai pas envie que tu te fâches avec Sébastien Ogier, mais j'étais un petit peu obligé de poser cette question parce que tu es un peu la seule personne qui pourrait me répondre. Et prochainement, j'ai publié une photo sur les plus belles batailles entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Et pour toi, de ton avis peut-être extérieur, lequel des deux est le plus fort mentalement? Sachant que j'ai ma petite idée, mais je te le dirai tout à l'heure. Mais pour toi, c'est quoi sachant que c'est deux générations aussi différentes? Ouais. Alors, je sais pas s'il y a vraiment eu de grosses batailles comme on aurait pu l'attendre en tant que spectateur. Mm. Je me mets spectateur, quoi. Et je sais pas s'il y a vraiment eu cette rencontre. Alors, il y a eu des rencontres comme ça, successives, un peu de bataille, mais en étant retraités tous les deux, on va dire. Maintenant qu'ils sont Voilà, retraités, on peut en parler. un retraité depuis longtemps, un Lob, et puis un fraîchement retraité, ou qui pensait déjà prendre sa retraite comme Ogier. Donc, il y a eu ces batailles-là. Après, il y a eu des batailles avec des soucis techniques ou des crevaisons, des trucs qui ont fait que les rallyes en fait, dans la concurrence sont arrêtés un peu tôt. Après, il y a eu des batailles en tout début de carrière pour Seb, où on a vu Seb gagner sur certains rallyes contre ce monstre d'expérience qui était déjà l'aube. Donc Mm. on peut se dire que quand même le potentiel d'Ogier, il était très tôt incroyable pour arriver à détrôner un hyper champion qui était l'aube, Comme en 2011 où ils ont eu comme le en même nombre de 2011. victoires chacun, 5 chacun, Ouais, c'est ça. Et après, ce combat qu'on aurait aimé avoir, moi en tant que spectateur, donc une saison complète, tous l'un les et deux. l'autre, sur des machines qui étaient à peu près équivalentes et tous les deux avec des constructeurs, elle n'a pas eu lieu. Donc je sais pas si cette grosse bataille réellement, elle a eu lieu ou pas, quoi. Après, ce dont je suis sûr, c'est que quand même Seb, le mien du coup, hein, Rogier, c'est un ogre en fait. C'est un ogre qui lâche jamais, qui a une très grosse résistance à la pression Mm. et qui est aussi un très gros travailleur, prêt à énormément de sacrifices et toujours très pertinent. Donc voilà, après je connais pas assez Lob pour arriver À avoir un avis. à les comparer sur la force mentale. Il semble s'adapter rapidement, Lob. Je ne sais pas s'il est travailleur assez, dans le sens du sacrifice assez, et ogre assez Mm. pour gagner un championnat dans l'état actuel du rallye moderne. Le rallye moderne, il reçoit beaucoup d'informations, de Mm. photos, de vidéos, il doit s'adapter tout le temps, travailler tout le temps, mémoriser tout le temps. Seb s'est adapté à ça, on a vu une évolution du rallye, il l'a fait, et il en avait la personnalité, le tempérament. Je ne sais pas si Lob l'aurait eu. Mm. En fait, je sais pas.
Donc pour moi, le plus fort, je dis, c'est Seb Auger. Hein, voilà, je Ok. dis. Et voilà, mais bon, après, il n'y aurait eu qu'un réel moyen de le savoir à la fin. Est-ce que les deux sont capables de transférer le potentiel en résultat et lequel aurait été le meilleur à le faire face à l'autre? Ben, On ne saura pas. on ne saura pas. J'ai mon idée, on ne saura pas. Voilà. Ouais, moi, comme je te parlais, je disais, je pense qu'il y a une génération, il y a 10 ans d'écart entre les deux. Et je pense qu'il y en a un qui a, notamment Sébastien Ogier, qui est arrivé dans un WRC plus moderne, justement, bah, avec Hmm, toi. Peut-être que ouais. Sébastien Loeb, lui, il a jamais vraiment eu besoin de préparateur physique parce que c'était vraiment un athlète, un gymnaste de base. Il a peut-être plus de talent brut, alors qu'Ogier, c'est un diamant qu'il a fallu tailler Hmm. au fur et à mesure des années. Je pense que la différence, elle est là. Mais sur des kilomètres de spécial en lancer, je pense que ils sont à peu près similaires quand même. Ouais, et après, l'aube, c'était aussi une autre façon de se préparer. Mm. Alors, il faisait beaucoup d'enduro, beaucoup de VTT, beaucoup de... Donc, on retrouve un peu le même exercice que le rallye, finalement, hein, cette nécessité à être créatif très vite, le sens de la trajectoire aussi à imaginer ou à improviser. Mm. Voilà. Donc, c'est une autre façon de s'entraîner. Bon, c'est vrai que c'était pas scientifique et que probablement il arrivait avec un bagage qui était hors norme. Hein. Mm. Mais encore une fois, Ogier, dans son début de carrière en WRC, quand même capable de gagner contre l'Aube sur certains rallyes. Mais même sa Alors toute qu'il première spéciale, la Grande-Bretagne 2008. la Grande-Bretagne 2008, alors qu'il lui restait à Seb Ogier beaucoup à apprendre encore. Hein. C'était le début de Mm. cette carrière. Quoi. Il était jeune, il était contre quelqu'un qui était très expérimenté et très talentueux. Donc, oui, c'était un diamant qu'il a fallu tailler, mais je pense que c'était déjà un diamant de grand calibre. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Il y a Lewis Hamilton qui parlait dernièrement des dépressions des pilotes, des Mhm. dépressions mentales. Est-ce que tu as eu des pilotes dans cette situation et comment tu as su les relancer? Oui, il y a des pilotes qui sont dans des situations comme ça, effectivement, donc après des blessures, Mm. après des échecs successifs, Dépression ou médiatique des aussi. ouais, non-réussites successives, des difficultés médiatiques, ou des départs à la retraite. Le départ à la retraite, il y a eu de très belles études sociologiques là-dessus. C'est assimilé au baby blues des femmes enceintes. Ah oui, Donc, d'accord. tant qu'une femme enceinte est enceinte, toutes les attentions sont sur elle, Mm. les gens sont prévenants, savoir comment elle va, etc. Une fois qu'elle accouche, ben, l'attention va sur le bébé, Mm. et du jour au lendemain, elle se retrouve toute seule, avec sa fatigue, sa charge de travail, Son corps ses qui change. blessures, Mm. son corps qui doit rechanger, nouveau regard des gens sur elle, moins de regard, et puis toutes les attentions qui partent sur le bébé. Comme ces champions, ces anciens champions, pour lesquels ben, les médias, les fans restent au sport finalement, et puis eux qui s'en sont extraits plongent dans la solitude, dans une vie qui manque du sens en fait. Ils sont plus obligés de réussir, ils ont plus cette reconnaissance associée au regard des gens ou au regard des médias, et ils plongent dans le baby blues aussi. Mm. Donc comment on les remonte? Il faut regarder quel type de dépression c'est. On gère la dépression et la remise à un niveau et puis la remise en pression de façon différente selon les histoires. D'accord. On t'a également découvert en 2021 dans le reportage Une pilote qui a été fait par Canal+. Ouais, Le reportage avec Sophia Fleur, Tatia ouais. Calderon et je me rappelle plus la. Lilou Wadou, il y avait Lilou Hmm. Wadou aussi, Betske Visser Voilà, aussi, c'était qui elle était sur que je l'équipage cherchais, Richard Mille, tout à fait. en LMP2. Et du coup, est-ce que tu as vu une amélioration de la santé physique et mentale chez les femmes? Et est-ce qu'il y a, parce qu'à l'époque on parlait de la Ouais, difficulté à ce qu'elle devienne pilote professionnelle, est-ce que tu as ouais. vu une amélioration par rapport à ça depuis 2021? Oui, très clairement. Il y a une amélioration qui est vraiment globale du niveau technique, du niveau Mhm. de performance, du niveau mental, du niveau physique. Elles sont plus fortes plus tôt, elles sont plus prêtes plus tôt, essentiellement. Alors globalement, elles sont plus fortes essentiellement parce que c'est la loi de la statistique, il y a plus de femmes pilotes qu'il n'y en avait. Mm. Ça, c'est bravo tout ce qui a été mené en termes de politique, bravo à la FIA et Women in Motorsport.
Donc Cathy Muller, entre Michel autres, et Mouton Michel aussi. Mouton, hein, pour ne pas les citer toutes les deux, elles ont beaucoup œuvré, elles œuvrent encore. Hein. Mm. Déborah Meyer également, mais précurseur vraiment Michel Mouton, Cathy Muller. Donc elles ont favorisé qu'il y ait de plus en plus de licenciés filles et surtout qu'il y ait de plus en plus de licenciés filles jeunes. Mm. Parce que ce qui se passait par le passé, là, au début des filles en sport auto, c'est qu'on trouvait des filles en sport auto qui commençaient à pratiquer à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Et évidemment, on n'apprend pas aussi vite, on n'apprend pas autant quand on a 20 ans pour l'avoir vécu, nous aussi, en tant que garçon, que quand on a 7 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Mm. Donc, cette statistique, en fait, et cette prise de licence précoce, elle amène les filles à un niveau beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus tôt. Elles sont prêtes techniquement avant, elles sont plus fortes aussi plus tôt, etc., etc. Donc oui, on l'a vu évoluer sur une très courte période, en fait, parce que ça joue sur un espace-temps de peut-être 6-7 ans seulement. Ouais. Alors qu'un garçon, il a, enfin, par le passé, une femme arrivait quand un homme était Ouais, déjà à maturité athlétique. ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est, quels que soient les sports, pour vraiment arriver à maturité athlétique et être champion du monde, que ce soit un nageur, même un joueur de foot, un judoka, un pilote, ou on chiffre ça à 10 000 heures de pratique Mhm. délibérée. La pratique délibérée, c'est l'heure durant laquelle je cherche comme une obsession à dépasser ma limite. Si je pratique que pour pratiquer, ça ne rentre pas dans ces 10 000 heures. Donc les sportifs qui ont été exigeants tout de suite et tout le temps, ils atteignent ces 10 000 heures au bout de 10 ans. Ok. Donc si j'ai démarré le sport auto à 7 ans, à 17 ans, je La suis sur maturité. mon pic athlétique, mon pic de forme et de performance en maturité athlétique. Donc, je peux être champion et un champion durable. Sauf que j'ai fait mes armes sur un âge qui est un âge d'or. Quand je suis très jeune, j'apprends beaucoup plus de choses. Si les filles démarrent le sport auto à 15 ans, ben, elles sont en maturité athlétique à 25. C'est ça. Et à 25 ans, ben, il y a moins de constructeurs qui recrutent. On croit un petit peu moins à l'histoire. Elles ont emmagasiné un petit peu moins de bagages techniques aussi, parce qu'on apprend moins et plus lentement quand on a 14, 15 ans, 20 ans que si on a 7 ou 8 ans. Complètement. Voilà. Et tu prépares aussi les copilotes. Quelle est la différence entre la préparation physique et mentale d'un pilote et d'un copilote? Alors, le copilote, il n'a pas le regard sur la piste, donc ça veut dire qu'il y a toute une partie, tout ce qui se permet de stabiliser les vertèbres notamment, il va subir ça. Mhm. Et puis il va être obligé de piloter aussi. Un copilote, ça pilote, mais ça pilote mentalement. Donc, mentalement, il est obligé de suivre, d'imaginer la trajectoire où en est la voiture par rapport à ce qu'il a dans la tête et par rapport aux notes qu'il a sous les yeux pour pouvoir l'annoncer au bon moment. Donc on travaille cette capacité aussi forte à visualiser, à imaginer, et puis après on les renforce pour pas qu'ils se blessent Mhm. lors de réception de saut, par exemple, si jamais ça vient à taper. Ils ont besoin du même stock d'énergie, un petit peu moins que les pilotes, parce qu'ils ont moins de dépenses musculaires. Mhm. Donc voilà, ils souffrent un petit peu moins quand même par rapport à la dépense physique. Et ils ont moins besoin on va dire, de visuel, de qualité visuelle qu'un pilote. Mais il y a aussi de la résistance au stress et à la pression. Mhm. Ils doivent être solides pour arriver à eux aussi traiter plein d'informations en même temps pour ne pas se tromper dans la décision C'est ça. quand ils sont dans l'urgence. Et puis après, on a besoin de beaucoup d'anticipation de leur part et de perfectionnisme. Mhm. Il y a qu'à, bon, moi j'ai vécu ça à l'intérieur, mais il n'y a qu'à lire les interviews de Julien Ingracia, pour moi, qui représente vraiment ce qui s'est fait de mieux en rallye, en copilote, pour comprendre la puissance de son travail avant les rallyes et pendant les rallyes, Mhm. en termes de préparation, d'anticipation, lui aussi c'est un monstre de travail. Donc voilà, c'est un ensemble de choses Et qu'on peut bosser aussi. il y a aussi savoir gérer, entre guillemets, le caractère de son pilote, de savoir le gérer. Tu le fais apprendre, ça, Ouais, ou... alors on peut aider ça, on peut aider la relation de l'un et de l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a des copilotes qui font aussi un peu l'effet ou office de coach. Maintenant, quand on parle de monstres, comme ça a pu être le cas, Loeb, Ogier,
je ne sais pas si réellement le copilote va avoir un impact à gérer le caractère de son pilote en fait. Assez rapidement, le pilote il gère lui-même, on va dire, sa personnalité et avec les bagages qu'il prend avec lui dans la voiture, quoi. Mhm. Ce qui s'échange l'un l'autre, c'est plus un regard ou des aspects techniques sur le rallye. Ok, Donc c'est une relation en à faire interne. fonctionner quand elle peut fonctionner. Ok. Et tu as également préparé je citerai pas le nom parce que comme tu dis, je vais pas mettre de Ouais, ouais, conflit, mais tu as été préparateur pour une équipe ouais, et malheureusement tu as arrêté la collaboration avec eux. ouais, Et d'un point de vue spectateur, on voit qu'il y a une régression dans les résultats à la fois de l'équipe et aussi des pilotes en ouais, individuel. ouais. Et est-ce que tu penses que du fait que tu n'aies plus de cette collaboration avec eux, c'est régressé parce que tu n'étais plus là? Bah, c'est un ensemble de choses, je pense, hein, en fait. Quand cette équipe est amenée à prendre des décisions politiques, en fait, c'est deux, on va dire quoi, deux autonomies et deux pouvoirs un peu qui s'affrontent en interne. Il y a des décisions politiques qui sont prises par un côté pour décimer des gens compétents ou pour Mm. les brider, les limiter dans leur liberté à être compétents. Ben, on se rend compte que les gens qui sont compétents et qui ne veulent pas être bridés dans leur liberté d'agir partent, comme ça a été mon cas par exemple. Et puis, bon, ben, ceux qui acceptent d'être bridés, peut-être peuvent l'accepter qu'un temps et après ils sont licenciés Mm. au profit de gars qui sont contrôlables, de techniciens ou autres qui sont contrôlables. Donc quand on priorise le côté docile des salariés, mais qu'on les brime dans leurs compétences, forcément à la fin on a un team qui est moins compétent. Mm. Ça a du sens. Donc on a aussi des pilotes qui perdent en performance. Du fait aussi peut-être que l'ambiance est un peu plus pesante aussi. Oui, c'est sûr. Après, bah, ça engendre de la toxicité, des carences, de la frustration. Donc les relations se dégradent, mais globalement, la performance se dégrade en fait. Mm. C'est toute une alchimie dans un team qui fait que les gens doivent fonctionner en synergie, donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc quand on impose à quelqu'un de ne plus donner le meilleur de soi-même, de ne plus chercher, ou aller encore repousser les limites pour que le pilote performe plus, et qu'on bride ces techniciens juste par profit individuel, on va dire, ou personnel, bah, à la fin, ben voilà, tout se dégrade. Donc ça devient toxique, il y a moins de synergie, et ça fonctionne moins, c'est sûr. Mm. Complètement. Et du coup, bah, vu qu'on est en plein hiver, comment tu gères la transition entre deux saisons, la saison hivernale, pour tes pilotes? Voilà, c'est la période où il faut vraiment pousser, pousser, pousser pour tout reconstruire. Donc, quand ils viennent au centre, on construit le pilote comme on peut construire des voitures de course, en fait. Donc, qualité par qualité, on va les développer, tout ce qui peut impacter la performance dans le pilotage. Et puis après, quand ils sont en course, donc, on va aller, nous aussi, faire les derniers petits réglages, les petits coups de tournevis sur le pilote pour qu'il puisse exprimer encore un peu plus de son talent et de son potentiel. C'est des petits réglages fins. Donc là, on est dans la partie où on construit. Mhm. Donc ils roulent moins, ils ont plus de temps libre, donc il faut en profiter pour booster l'entraînement. On peut engendrer de la fatigue, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de course. Donc on pousse très fort sur le développement physique, on solutionne tous les petits soucis mentaux qu'il y a pu avoir. Et puis on les aguerrit aussi sur la partie mentale, cognitive, réflexe. Voilà. Ok. Donc ils sont beaucoup au centre en ce moment. Quel âge a ton plus jeune pilote et le plus âgé? Le plus jeune, il a 4 ans et demi. On va me traiter de bourreau sadique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant de 4 ans et demi? On lui donne le goût d'apprendre. Mhm. On lui donne ces valeurs-là, par le jeu, évidemment. Et puis, on lui apprend à apprendre plus vite. Donc, c'est bien pour l'école. On lui explique comment se concentrer, rester concentré pour pas qu'il décroche trop tôt. C'est bien pour l'école aussi, j'insiste. Complètement. Ouais, Parce ouais. qu'à cet âge-là, peut-être, après, plus tard, il choisira pas de faire carrière. Et puis, les parents en sont conscients. Donc voilà, c'est bien pour l'école, c'est bien pour Sport Auto, c'est bien pour lui à titre de développement personnel pour la suite.
Et puis le plus âgé doit avoir 78 ans, donc lui il veut durer dans sa passion, il veut le faire dans un niveau de sécurité qui est important, parce que forcément c'est un gentleman driver, donc voilà, il n'a pas l'occasion de rouler autant qu'un pilote pro, mais à la fin c'est les mêmes voitures, les mêmes exigences. Donc, il prend plus de risques lui quand il roule finalement parce qu'il est moins prêt qu'un pilote pro. Donc on va travailler sur ça, sur le côté sécurité, sur le côté confort, et puis sur le capital santé aussi, anti-vieillissement. Donc on voit que c'est des objectifs qui sont aux antipodes. Complètement. Voilà, on s'écarte parfois un peu de la recherche de la performance sur ces âges-là, quoique ça reste des compétiteurs aussi. Ouais, complètement. Et tu expliquais du coup dans le reportage qu'un homme arrive à maturité athlétique après 10 ans, mais est-ce qu'une personne qui commence sa carrière à 20 ans a toujours des chances de devenir professionnel, ou est-ce que c'est un petit peu trop tard? Parce qu'il va falloir 10 ans de travail derrière. Alors en rallye, oui. Oui, il a le temps. On démarre plus tard, le permis de conduire c'est 18 ans encore, donc voilà, on démarre la compétition un peu plus tard, puis les carrières peuvent être longues. En F1, malheureusement non, parce qu'ils détectent très tôt. On a besoin aussi un peu de cette jeunesse en termes de qualité visuelle et de vitesse d'influx nerveux, en fait, tout ce qui est réaction, tout ça, qui est associé à l'âge. Donc on peut le développer même plus tard, mais on n'atteindra peut-être pas sur ces qualités-là le même niveau que quelqu'un de jeune si on l'entraîne de la même façon. Voilà, et puis après en endurance, prototype, GT, tout ça, oui, on peut devenir très performant et pilote pro. Même en démarrant plus tard. Il ne faut pas chômer, il ne faut pas se tromper dans les qualités qu'on va entraîner, d'objectifs. Il ne faut pas aller trop lentement, mais oui, il y a un espoir, mais quand on a un peu plus de maturité. Une possibilité. Il y a une expérience de la vie qui se transfère aussi. Et combien de voyages tu fais du coup par an pour suivre tes clubs? Parce que on entend que tu fais la F1, le WEC, le rallye, c'est cumul. Des gens disent que c'est pour un peu c'est pour tout, mais pour toi c'est pire. Ouais, c'est beaucoup. Alors, en principe, un coach, il choisit un championnat, puis il s'y tient. Bon, moi, j'ai déjà un championnat, puis mon travail au centre qui me coupe. Je suis aussi chef d'entreprise, du coup, ça fait beaucoup de travail. Et puis, par-dessus, je rajoute des championnats. Alors, maintenant, depuis quelques années, j'essaie de limiter un peu le nombre de jours où je sors. Parce que j'ai pu sortir pendant 5, 6, 7 ans, 240 jours par an. Donc, ça laisse pas trop de journées pour construire autre chose à côté. Donc, aujourd'hui, c'est plus ça. Je dois être à peut-être 110, 130 jours encore dehors, ça représente 80-90 vols par an. Ouais, ça fait quand même encore beaucoup. Hein. Ouais. J'ai pas le temps de sentir de renfermer. C'est ça. Et du coup, avec autant de voyages, comment on prépare ou on préserve un préparateur physique? Ah là là, bon, j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport jeune. Je faisais 40 heures de sport par semaine pendant des années. Donc j'ai un gros capital. Puis après, il y a une génétique qui fait que je touche du bois, je suis pas mal en santé aussi. Donc je vis un peu sur mes capitaux, puis de temps en temps je me relance. Quoi. Si je suis en course, que j'ai un peu de tard, des élastiques, 3 bricoles, voilà, j'essaie de garder un tonus, l'hygiène de vie. Je dors peu, mais je dors bien. J'essaie de dormir pas tard et me lever très tôt. De manger correctement, c'est-à-dire tout ce qu'a besoin de mon organisme pour se régénérer. Bon, voilà, après, idéalement, il faudrait que je m'entraîne, il faudrait que je fasse plein de choses, mais concrètement, j'ai pas le temps. En fait, j'ai très peu de temps pour m'occuper de moi. Je le fais à l'occasion des moments où il faut que je mange et des moments où il faut que je dorme. C'est ça. J'essaie de ne pas trop stresser non plus. De m'appliquer dans chaque chose que je puisse faire ou dans les décisions que je suis amené à prendre, mais de le faire plutôt avec passion que par peur de quoi que ce soit. En fait, je m'oriente beaucoup dans la passion. La passion, c'est une énergie qui est positive et qui me nourrit aussi. Donc voilà comment je m'oriente. Bon, le jet lag aussi, si j'arrive à bien gérer le jet lag. Ouais. Voilà, des minéraux, les vols qu'il faut quand il faut. En regardant une lumière spéciale et tout ça, j'arrive à appliquer certaines techniques en fait, que j'applique depuis longtemps moi-même. Ça prend pas de temps, je vais le faire. Ouais, bah oui. Et quel pilote avec qui tu rêverais de travailler? Peut-être Lewis Hamilton? Ouais, Lewis Hamilton, ouais, exactement. Je rêverais de travailler avec lui.
Bah, pour moi, c'est un pilote. Alors, on est fan du personnage ou pas, hein, évidemment, mais pour moi, c'est vraiment un pilote qui a maîtrisé tout dans sa carrière, quoi, que ce soit la communication, la gestion de la course, les pics de vitesse, le développement de la voiture. Je le trouve monstrueux quoi, en termes de connaissances et de compétences. Et voilà, et je serais très curieux de le tester, quoi, de connaître ses valeurs de pic partout. Et chez nous, on met pas mal l'humain en équation, en fait, on arrive à mettre des chiffres à tout ça. Donc voir quels sont les niveaux. Alors, j'aurais voulu le faire quand il était vraiment dans le pic de sa carrière. Peut-être il peut y revenir quand même un peu, on ne sait jamais, la motivation, se relancer, Peut-être l'an ouais, prochain. Ferrari, tout ça. Voilà. Donc ouais, je devrais travailler avec lui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, après, je verrai travailler avec Senna aussi, comme ça. Ah oui, ouais. C'est c'est pas les mêmes générations, mais bon, Ah, mais tu as grandi avec ça, donc c'est pour ça que tu as vu une icône, peut-être une idole pour toi aussi à travers la télé. Donc, ouais, toi, c'était les années où tu avais envie de commencer à être préparateur physique, donc c'est sûr que ça pouvait être une ouais, c'est référence. ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y en a beaucoup hein, quand même, parce qu'à chaque fois qu'on va avec des pilotes différents, ils ont des personnalités différentes, des histoires différentes, des enjeux différents, des objectifs différents, puis je les rencontre à des âges différents, donc à la fin, ça fait toujours des histoires sympas, et des histoires qu'on a à cœur de réussir, et que donc ça reste tout le temps intéressant. Je trouve que pour la référence, Hamilton, pas pour la référence CV, je ne cours vraiment pas après ça du tout. Lui c'est fait, j'ai déjà été grand champion, tout ça, donc à titre perso, ça m'intéresse moins que de construire quelqu'un qui n'a pas de titre encore. Mais pour avoir des références en termes de valeur, quoi. Quel est son niveau aujourd'hui en termes de concentration sous pression, quelle est sa capacité à décider vite, ses temps de réaction, sa capacité à ressentir le grip. Je suis curieux d'avoir des chiffres sur ça. Complètement, puis ça Pour pourrait être savoir. intéressant aussi de comparer Ogier et Hamilton. Ouais, Ogier, Hamilton, oui, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ou Esteban Ocon et Hamilton, ou Albon et Hamilton, Tout à fait. c'est sûr. Ok,